Bonsoir et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans sa totalité, le phénomène humain, vise à atteindre son ultime perfection. Nous travaillons tous, sans le savoir pour l'instant encore, à construire une sorte de paradis pour nos futurs descendants. Alors, tout le monde peut se faire une idée de ce que représenterait un paradis. Et en fait, c'est ce que nous sommes en train de construire. La paix universelle, la fin des frontières, la fin de l'homme loup pour l'homme, un homme entièrement pacifié, la fraternité absolue, la fin du travail tel que nous le connaissons et qui, pour la plupart des êtres humains sur cette planète, est une sorte de bagne, donc un travail qui est juste pour entretenir la planète, l'accession au 100% écologique. Voilà, par exemple, c'est des idées qui peuvent être posées comme ça. En tout cas, on construit ce paradis. Et donc, si l'humanité a un sens, nous-mêmes, en tant que constructeurs de ce sens, tout être humain qui apparaît sur cette planète a un sens. Voilà, il n'y a rien d'insensé à être en vie. Notre vie a du sens et elle est là pour construire ce paradis. Et qu'on vive 1 heure ou qu'on vive 100 ans, on a donné la totalité de notre vie à cette œuvre. Voilà, qu'on construise par le bien ou par le mal, qu'on construise beaucoup ou peu, on construit à égalité, ensemble, tout être humain donne la totalité de son existence. Et c'est ce qui fait que nous sommes absolument égaux dans cette activité. Le fait de penser que une partie du narcissisme voudrait que certains aient plus d'importance que d'autres, que certains ont plus d'intérêt que d'autres. Et c'est ce qui fait des comportements humains totalement honteux, qui laissent croire que certains humains n'ont pas de sens ou moins de sens qu'eux-mêmes et moins de valeur. Et c'est totalement faux, et un jour l'humanité prendra conscience de ça. Je le démontre sur la mécaniqueuniverselle.net. Je vous renvoie à cette écoute, à cette lecture, pour voir à quel point l'égalité est absolument vraie et que le mendiant au coin de la rue travaille autant pour l'humanité que le sociologue qui écrit sur la mendicité. Voilà. Et donc, c'est une prise de conscience qui sera à faire, que l'humanité devra faire dans son chemin d'évolution vers l'humanité, vers la perfection. Alors, et donc oui, alors je vais quand même préciser encore un petit peu quelques petites choses. Dans cette introduction, évidemment, cet état de perfection, ce paradis qu'on construit, il concerne le futur de l'humanité. Il faudra quelques siècles encore d'évolution. On voit bien qu'il y a tout un tas de choses. Il faut qu'on apprenne encore, qu'on maîtrise de mieux en mieux notre comportement jusqu'à une maîtrise totale, jusqu'au fait que plus aucun homme ne représente un danger pour ses congénères. Et ça, c'est impératif pour que l'humanité puisse atteindre cet état de perfection. Parce que dans cet état de perfection, l'homme, il n'est plus qu'amour, il n'est plus que bienveillance, il n'est plus que douceur, il n'a plus de velléité agressive. Et donc, il serait une proie s'il restait des humains violents, des humains prédateurs, etc. L'homme serait vulnérable, parce qu'en réalité, on construit une sorte de monde de sages, voilà. Et donc le sage, il a plus ces pulsions agressives, ces pulsions violentes, etc. Alors évidemment, c'est pour le futur de l'humanité. Il faudra que l'humanité s'adapte à un monde de sages, par exemple. Mais elle y parviendra, même s'il faut du temps. C'est selon moi la destinée de l'humanité.
Et au-delà de la sagesse, ce qui est recherché intuitivement par l'homme, en fait, c'est d'atteindre le bonheur absolu. Mais le bonheur absolu, comme en parlaient les Grecs, comme en parlent les grandes spiritualités, c'est l'accession à l'extase, à l'éveil, au nirvana. En fait, c'est ce que nous recherchons à vivre, à ressentir, la sensation de l'extase. L'extase, c'est le plus haut degré de la sensation humaine qu'un être humain peut ressentir. Et en fait, c'est ce qu'on cherche à atteindre, c'est ce que l'humanité intuitivement, inconsciemment cherche à atteindre. L'aptitude à vivre l'extase sans difficulté. Aujourd'hui, on peut vivre l'extase, mais ça demande tout un tas d'efforts. Il faut, voilà, c'est le Bouddha, le chemin du Bouddha pour atteindre cet état d'extase, le nirvana dont il parle. Eh ben, c'est tout un chemin de croix, entre guillemets, pour atteindre cet état-là. Et lorsque nous aurons atteint la perfection, lorsque l'humanité aura atteint sa perfection, cet état-là sera très facile à atteindre, parce que l'homme n'aura pas ce qui l'empêche, aura vaincu ce qui l'empêche d'atteindre aujourd'hui cet état d'extase. Ce qui nous empêche, c'est l'ego, c'est le narcissisme, c'est l'orgueil, c'est le désir, c'est tout un tas de choses qui nous servent à construire cet état de perfection, mais qui nous barrent l'accession à l'extase, au bonheur suprême. Il nous offre simplement l'accession au plaisir. On a droit au petit plaisir, au plaisir, au petit bonheur, mais ce n'est pas le bonheur suprême qui correspond à l'extase. C'est le bonheur ordinaire dans l'état d'esprit ordinaire. Et donc, ce qu'on recherche, c'est bien cet état, selon moi, c'est bien atteindre cette extase. Pourquoi ? On ne peut pas encore comprendre la raison de cette évolution vers l'extase. Mais à mon sens, ça a peut-être à voir avec l'état dans lequel nous sommes dans le liquide amniotique avant la naissance. Peut-être ça a à voir avec ça. Peut-être ça a à voir avec autre chose, mais en tout cas, c'est possible que ça soit que ce désir fondamental vienne de quelque chose qui est au-dessus de ce qu'on peut interpréter. En tout cas, les philosophes grecs, Platon, Aristote, etc., quand ils disent que tout homme cherche à atteindre le bonheur suprême, le souverain bien, eh bien, je pense qu'il parlait de ça, en réalité, de cet état-là, de cet état d'éveil dont parle le Bouddha et le bouddhisme. Voilà, ça c'est la base de la théorie. Alors, pour démontrer cette théorie, je m'appuie sur des vidéos, et là, j'écoute une émission de France Culture, Entendez-vous l'écho, qui était consacrée en 2023 à la tentation libertarienne dans la Silicon Valley. C'est la dernière partie. Je lance l'audio et puis je mets mon grain de sel, en fait. Et en même temps, ça nous permet de comprendre comment d'avoir une vision par des économistes, des philosophes. Par exemple, il y a Nikos Smirnaïos qui intervient, qui est professeur en sciences sociales à l'université de Toulouse, et Cyril Edouin, professeur des universités en sciences économiques à l'université de Reims. Et donc, ils ont une vision qui est vraiment intéressante. Je vous renvoie à l'écoute de cette émission. Alors, on y va pour la dernière partie, et on va essayer de comprendre. La tech qui rejette les régulations économiques de l'État et en même temps sont favorables aux aides financières à l'activité. On peut vraiment parler de paradoxe.
Oui, on peut parler d'un paradoxe, on peut parler d'une idée fausse, c'est-à-dire que en fait, Et d'une cette arnaque conception du peut-être monde aussi. est basée aussi sur l'idée que l'innovation technologique ne peut découler que du marché, des acteurs du marché, des entrepreneurs, donc avec la figure mythique de l'entrepreneur, etc. Or, quand on fait de l'histoire concrète du numérique, de l'Internet, on s'aperçoit, comme il a été dit au début de l'émission, que finalement, la Silicon Valley est les résultats des investissements de l'État américain pendant les 30 Glorieuses, et que l'Internet lui-même a été conçu par des fonctionnaires, par des Voilà. enseignants-chercheurs. Donc il y a ça, et puis ces entrepreneurs ont juste la chance de tomber dans un moment où ils peuvent accéder à des milliards et à l'humanité tout entière. Mais ils n'ont pas plus de qualité qu'un Michelin ou qu'un Ford ou qu'un, je sais pas, enfin voilà, tous ces entrepreneurs qui étaient des entrepreneurs, des aventuriers, qui avaient les reins solides, les épaules solides, la capacité de pouvoir gérer des choses que beaucoup d'autres ne pourraient pas gérer. Effectivement, ils ont ces qualités-là, mais beaucoup d'êtres humains ont ces qualités. Mais en tout cas, ils ont ces qualités-là et pour pouvoir supporter le poids d'être connus du monde entier, de brasser des affaires sur la planète tout entière. Il n'y a pas de problème, mais c'est la même chose que n'importe quel entrepreneur, d'une certaine manière. Et en fait, voilà, leur fortune n'est pas venue de rien. Elle est peut-être même peut-être moins glorieuse que les premiers, les Louis Blériot, je ne sais pas, ceux qui ont monté les premières industries d'aviation ou quoi que ce soit, où il n'y avait aucune aide, plus ou moins, où c'était sur leur propre denier, où c'était... Là, on voit bien qu'ils se sont appuyés sur l'État qui a inventé, c'est un système étatique qui a inventé l'Internet. Et je ne sais même pas si en France c'était les télécoms, etc., qui ont inventé des choses inouïes. Et en fait, ils étaient fonctionnaires, c'était des fonctionnaires. Et donc, on est loin de l'idéologie qui nous est proposée par des universitaires, par des chercheurs, tout au long qui travaillaient pour l'ARPA, donc qui était financé par le département de défense américaine dans les années 60 et 70. Mais tous ces gens-là, ils ont travaillé dans l'idée de commun, c'est-à-dire qu'ils ont produit des protocoles, ils ont produit des logiciels, ils ont produit des technologies, y compris le World Wide Web, qui a été créé au début des années 90 par Tim Berners-Lee. Et tous ces biens-là n'ont pas été commercialisés, n'ont pas été mis sous brevet, et on n'a pas créé des startups autour de ça. Ils ont été donnés finalement à la société comme des biens communs. Et c'est sur cette base-là qu'on a pu construire les capitalismes numériques et l'économie numérique par la suite. Donc c'est simplement une contre-vérité de considérer qu'il n'y a que la libre entreprise, que l'entreprise privée qui peut générer de l'innovation. C'est très très important tout ça, parce que ça veut dire que la base de la création de toutes ces données, de toutes ces valeurs, de toutes ces sociétés, c'était c'était plus ou moins des gens payés par l'État et qui avaient une vision donc non consumériste mais universaliste, une vision généreuse pour l'ensemble de l'humanité. Et ça a été repris avec ces idées généreuses par ces patrons de la tech, sauf que la vénalité aidant, d'un seul coup ils ont vu à quel point ils pouvaient gagner de l'argent, avoir du pouvoir, faire tout un tas de choses avec cet argent, et c'est légitime. C'est une réaction tout à fait légitime, et donc ils ont fourvoyé cette idée-là. Et dans une autre vidéo, je démontre que j'ai essayé d'expliquer que c'était la même chose qu'ont vécu, je pense, les idées généreuses qui ont été à l'origine de la
de la rencontre entre les sociétés. Bien souvent, ça a pu être le désir d'aller donner notre savoir à l'extérieur et qui a été pris en main après par les prédateurs, par un système prédateur. Et donc, c'est important de voir de remettre les choses à leur place. Et là, c'est Ailleurs, pour compléter ce qu'il disait mon collègue, il y a aussi une dimension accélérationniste chez ces gens-là. C'est-à-dire que, par exemple, il y a plein de débats autour de l'avenir de l'intelligence artificielle. Vous avez peut-être suivi, ou vos auditeurs ont peut-être suivi les sagas de Sam Altman, PDG de OpenAI, donc qui est le créateur de ChatGPT, donc qui a été démis de ses fonctions, puis remis de ses fonctions. En fait, là, on a un conflit au sein de cette entreprise entre ce qu'on peut appeler, disons, les conservateurs et les accélérationnistes. Les accélérationnistes sont ceux qui veulent à tout prix et le plus vite possible créer une intelligence artificielle générale, c'est-à-dire qui pourrait penser par elle-même et gérer des affaires humaines de manière complètement autonome, alors que les conservateurs voient derrière ce type de développement un risque existentiel pour l'humanité. Voilà, et il faut bien resituer cet épisode ce podcast a été créé le 6 décembre 2023. Il y a donc deux ans. Donc ça a vraiment changé depuis, mais on voit à quel point les choses se sont accélérées sur l'intelligence artificielle et à quel point elle est arrivée à quelque chose de faramineux et de très important et très très intéressant pour l'humanité. Il n'y a pas de problème, c'est juste qu'il faut pouvoir la canaliser, la gérer, etc. Alors, si ça se passe comme ça, les choses, actuellement, si c'est ces patrons des techs qui font la pluie et le beau temps, c'est que c'est comme ça que l'humanité doit se développer pour l'instant. L'humanité ne se trompe pas dans son évolution. Elle est, même quand elle passe par le pire, c'est ce qu'elle devait faire. C'était comme ça que ça devait se développer. Donc, il n'y a pas de souci, c'est là simplement, la critique est aussi importante pour pouvoir corriger, redresser, changer d'optique, etc., etc. Donc la force qui s'oppose à la volonté de ces nouveaux patrons là, elle est aussi, elle fait partie aussi de la logique de l'évolution. Et où s'est situé Sam Altman là-dedans ? Alors Sam Altman, justement, c'était au départ quand il a créé OpenAI, son entreprise, il a créé une structure de gouvernance qui était justement faite pour pas laisser aux actionnaires, aux financiers, les droits de pousser vers cette accélération, mais de garder la main avec ses cofondateurs, notamment Ilya Sutskever, qui est le cerveau, on va dire, d'OpenAI. Mais suite au succès de cette entreprise et suite au financement massif qu'elle a reçu, notamment de Microsoft, les enjeux économiques ont fait que Sam Altman a poussé de plus en plus vers les développements de cette intelligence artificielle générale, et c'est là où le conflit a émergé, et ce coup, on va dire un coup d'État un peu raté au sein de l'OpenAI a eu lieu justement sur cet enjeu-là. Alors il y a cette ambivalence des libertariens de la tech, mais face aux grands patrons de la Silicon Valley, on peut parler aussi de l'ambiguïté de la position de l'État américain qui a besoin de la puissance d'innovation et de la puissance économique que représentent ces géants et qui en même temps est à la tentation de les réguler, Cyril Hédouin. Oui, c'est un conflit, une tension qui est assez ancienne, c'est-à-dire que là, on le voit bien à l'image de la place de Google, de Amazon dans l'économie américaine. C'est que d'un côté... Et on voit à quel point on a basculé dans un monde qui ne veut plus les réguler. Les États-Unis ne veulent plus réguler ce formidable potentiel de ces milliardaires et de l'influence qu'ils ont sur le monde. Et surtout pas de le laisser entre les mains de l'humanité. Donc,
On a vraiment changé de philosophie en l'espace de 2 ans. Ce sont des géants qui sont dont les États-Unis ont besoin dans le cadre de la concurrence avec la Chine notamment. Et de l'autre, évidemment, le danger que ces entreprises qui de fait sont plus ou moins des monopoles aujourd'hui ou quasiment acquièrent un pouvoir économique démesuré et qui sera ensuite difficile en plus à contrebalancer. Donc, je pense pas qu'il y ait une position, une doctrine très claire là-dessus, tant au niveau de l'État américain que des penseurs, par exemple, libertariens. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, cette tension-là, elle est présente et il n'y a pas aujourd'hui de solution évidente à ça. C'est-à-dire qu'il est hors de question, je pense, pour l'État américain de démanteler les géants de la tech parce que ça affaiblirait l'économie américaine. Mais d'un autre côté, il y a les enjeux notamment le problème de l'appropriation des données privées, qui sont des enjeux quand même très importants, et donc plus généralement de la position de monopole de ces entreprises, qui fait que le régulateur doit intervenir quand même. Et moi, en tout cas, en tant qu'observateur, aujourd'hui, je ne vois pas exactement de position très claire qui ressort des pouvoirs publics américains. Et c'est pas pour rien que c'est un Donald Trump qui a pris le pouvoir aux États-Unis. Il correspond tout à fait à ce qu'il faut pour gérer, pour maîtriser ces géants de la tech. Ça, c'est clair. Et comme Poutine devait arriver pour maîtriser les oligarques qui sortaient tout l'argent de la Russie à la chute du mur de Berlin et qui profitaient du laxisme de Helsinki. Voilà, donc ça appelait obligatoirement quelqu'un un pouvoir fort, un pouvoir capable de tenir tête à ces oligarques. Et de la même manière, ce Trump correspond et la personne qui logiquement devait prendre le pouvoir derrière, avec les nouveaux enjeux qui sont présents sur la planète. Donc tout est toujours parfait dans le meilleur des mondes. Aujourd'hui, on l'a dit, ce qui domine aux États-Unis, c'est ce qu'on pourrait appeler un libertarianisme de droite réactionnaire. Pourquoi ce libertarianisme californien apparaît-il aux yeux de certains comme une solution aux crises économiques, politiques et sociales que nous connaissons aujourd'hui, Nikos Myrnéos? Il apparaît pas comme j'ai pas écouté moi, je le découvre en même temps. Il apparaît pas comme la solution, c'est lui qui s'impose, c'est tout. C'est parce que en réalité, c'est le système qui s'impose est un système dictatorial, une sorte de dictature de velours qui n'est pas claire, c'est pas une dictature directe, mais c'est une pensée qui va vers cet autoritarisme d'extrême droite, qui est la répercussion de leur toute-puissance et le fait que c'est des hommes politiques narcissiques qui prennent le pouvoir de plus en plus partout sur la planète, et donc le chef actuel de la planète, c'est les États-Unis, et donc c'est ce qui émerge, ça va être un chef narcissique qui derrière va amener toute une force narcissique en somme, et qui le narcissisme va plutôt du côté de la droite extrême, et l'égocentrisme irait du côté de la gauche extrême, on pourrait dire pareil. Voilà, de l'autre côté, mais c'est d'autres valeurs entre le narcissisme et l'égocentrisme, c'est deux types de valeurs différentes, selon moi. C'est comme ça que j'analyse la chose. Et ça serait intéressant de le creuser d'ailleurs. Tiens, on va peut-être le faire. Avant de répondre à cette question, juste pour revenir à la question précédente et pour rappeler aussi que ce n'est pas que l'État américain ou les dirigeants américains qui sont sous les charmes des personnages, c'est aussi le président français, Emmanuel Macron, a invité à l'Élysée tous les acteurs de la Silicon Valley. Voilà, mais ça c'était
en 2023 qu'on pouvait dire ça. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de complètement basculer. Donc on voit à quel point les choses vont très vite dans le système. 2023 maintenant, il y a eu une guerre, il y a tout un tas de choses qui s'est passé, qui ont vraiment changé la donne, mais qui correspondent clairement à ces états d'esprit nouveaux qui se sont imposés dans Malgré le fait qu'il l'humanité. met en avant le principe de la souveraineté numérique en théorie, mais en fait il rend beaucoup de cadeaux aux entreprises, aux GAFAM, aux entreprises de Silicon Valley, et il invite régulièrement aussi à l'Élysée les acteurs de la blockchain française qui sont sous l'influence de ce type d'idéologie. Donc là, il y a une ambiguïté très forte. Alors pour répondre à la question que vous avez posée, je pense qu'il y a un déficit de vision pour l'avenir. Je pense qu'il y a une prise de conscience dans des larges pans de la société aujourd'hui que nous sommes dans une impasse, que les systèmes politiques de la démocratie libérale n'arrivent pas à produire des réponses convaincantes, et même il approfondit les crises. Et du côté, par exemple, de la gauche, il manque une vision, une utopie, si vous voulez, qui serait attirante pour des grands pans de la population et notamment de la jeunesse. En tout cas, elle n'arrive pas à être communiquée correctement pour attirer ces groupes. Et donc, ces gens-là, ils disposent à la fois ils disposent d'une mythologie autour de la figure de l'entrepreneur qui est centrale dans l'idéologie dominante d'aujourd'hui. Ils disposent également des moyens de communication très importants qui leur permettent de communiquer leur vision. Et donc, la solution entre guillemets proposée par ces personnages-là, malheureusement, semble attrayante pour une grande partie des jeunes d'aujourd'hui. Et donc, il faudrait peut-être réfléchir sur comment on pourrait produire une vision attrayante de l'avenir, mais qui intégrerait quand même des réponses convaincantes aux enjeux de la crise climatique, les inégalités sociales, chose qui n'est pas encore faite. Cyril Edoin, peut-être en guise de conclusion sur la popularité. Alors, en même temps, ce qu'on peut dire déjà, c'est que tout est parfait dans le meilleur des mondes. Oui, c'est ce qui s'impose, ça doit s'imposer. Mais la critique qu'on vient d'entendre, la critique qui est nombreuse, qui est forte contre cette toute-puissance qui s'impose, eh bien, elle a aussi sa place et elle fait partie aussi de tout est meilleur. C'est parfait dans le meilleur des mondes. Donc là, on peut être que les spectateurs de ça, tout en étant les acteurs, en critiquant, comme je le fais par exemple. Eh bien oui, je vois les choses. Il faut voir le côté positif, il faut voir toute la complexité des choses. C'est-à-dire qu'il y a du positif dans ce qui se produit. Si ça se produit ainsi dans l'humanité à un certain moment, c'est que c'est comme ça que ça doit se produire. Et donc, ok, c'est ça qui doit se produire, mais on doit aussi le critiquer pour modifier les choses, pour les faire évoluer, pour qu'elles aillent vers la perfection. Croissante des idées libertariennes aux États-Unis ? Oui, non, effectivement, je suis d'accord avec mon collègue. Je pense que ça s'explique en partie par cette impasse idéologique. Francis Fukuyama parlait il y a 30 ans de la fin de l'histoire, en disant qu'au-delà de la démocratie libérale et du capitalisme, il n'y a rien d'autre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui... Et là, j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus, justement, sur la pensée de Fukuyama. Et évidemment qu'il y a quelque chose derrière. C'est pas la panacée, c'est à courte vue, bien sûr que oui, derrière le capitalisme, la démocratie capitaliste ou quoi que ce soit, c'est celle qui a vaincu le communisme, et donc il y a une raison à ça. Mais ça, c'est pour le court terme, pour éventuellement le court moyen terme, mais pas pour le long terme. Pour le long terme, on parviendra à établir un système bien meilleur que ça, qui sera la symbiose, un système symbiotique, un système qui sera plus sur la compétition violente, qui sera sur la coopération, sur la symbiose entre les États, entre les gouvernements, à tous les niveaux. Voilà, mais ça c'est...
il y a de multiples crises qui montrent que ce modèle de société doit évoluer. Le problème, c'est personne n'a aujourd'hui vraiment un projet de société alternatif. Et donc, effectivement, le libertarisme matiné de technologisme se présente d'une certaine manière comme peut-être cette alternative. Alors, le problème, c'est que, encore une fois, ça reste très marginal et les quelques expériences concrètes qui ont pu avoir lieu montrent que ça ne fonctionne pas, ou en tout cas, ça ne fonctionne pas comme il le voudrait, indépendamment ensuite du problème de savoir si ça serait une bonne société, juste, et une société vers laquelle on voudrait évoluer. Donc, en tout cas, cette influence, à mon avis, elle va continuer, mais très clairement, je pense pas que ça soit le modèle de l'avenir, très clairement. Oui, et puis il y a toujours cette question de la neutralité des technologies, le fait qu'elles soient présentées comme telles alors qu'elles ne le sont de toute évidence pas. Merci beaucoup Nikos Myrnéos et Cyril Audouin de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Oui, tout à fait. C'était une vision très très juste de ces penseurs et espérons que justement France Culture, qui fait partie du patrimoine et qui appartient au peuple et qui appartient à l'État et au peuple, donc puisse perdurer malgré les coups de boutoir de ceux qui voudraient le privatiser, même ces pans où se concentre l'intelligence de l'humanité encore. Et ce qui n'est pas le cas dans la créativité. Ils se pensent très intelligents, les boss, les big boss de la tech, mais ils ne sont pas c'est pas si évident que ça. En réalité, leur intelligence, elle est limitée par le fait que c'est l'intelligence, que c'est pas une intelligence chaude. C'est pas l'intelligence plus, c'est pas le QE qui est prédominant chez eux. C'est quand même le QI, malheureusement, parce qu'ils sont poussés, ils sont peut-être à l'origine des QE, des coefficients émotionnels très importants, mais le monde et le business et les milliards font que ils ne peuvent pas rester dans cet état. Comme un homme politique à 15 ans ou à 20 ans quand il rentre en politique, il vient avec des idées grandioses, belles, généreuses, et puis à 60 ans, il se retrouve avec des casseroles inouïes parce que il a été perturbé, il a dû renforcer sa conscience, perdre tout un tas de choses, de valeurs pour survivre dans un monde qui est compliqué. Voilà, donc ayons pitié pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. En tout cas, si vous pouvez, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de laisser des commentaires si vous le souhaitez, et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.